Direct du sud de Tel Aviv. On va en parler avec deux invités dans ce studio. Bonsoir Sarah Blum. Vous êtes porte-parole francophone pour le parti Avoda, le parti travailliste, et vous êtes juriste également spécialisé dans ces questions de droit international et de droits de l'homme. Avec vous également le docteur Yona Cherki, bonsoir, avocat, qui préside le Centre israélien pour la politique d'immigration. Vous êtes avocat également. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé, Sarah Blum, du fait que Netanyahou revienne sur cette décision d'annoncer un plan qui finalement est annulé aujourd'hui, un plan qui avait été trouvé, semble-t-il, avec l'ONU? Il y a un mot qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est incohérence. On peut se demander comment il peut signer un plan, d'abord le négocier pendant un temps assez long avec l'ONU, puis ensuite revenir sur cette décision après l'avoir annoncée à la presse et suite après à des commentaires plutôt négatifs de la part de membres de sa coalition, revenir là-dessus et dire finalement non, on dénonce l'accord. C'est comme si vous signez un contrat et puis ensuite le lendemain vous dites non, finalement j'ai pas signé. Il y a un manque de cohérence à la fois juridique et politique là-dedans, et donc ça prouve clairement que celui qui se prétend être leader n'est pas un leader. Il n'a pas de vision, en tout cas, dans ce qui concerne la politique d'immigration en Israël, entre autres. Yona Cherki, qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision curieuse, quand même, un plan qui est annoncé hier, qui est dénoncé dès le lendemain? Oui, donc je ne poserai pas la question dans un sens politique, mais plus dans un sens d'intérêt de la société israélienne. Il y a des questions qui sont reprises, qui sont réétudiées et les analyses qui sont effectuées par la suite montrent que peut-être que les décisions étaient prises un petit peu vite. Et donc il y a une révision des choses qui est nécessaire, et que d'un point de vue de la responsabilité d'un leader qui dirige un État, ces décisions ont des conséquences et doivent être prises. Donc ça ne vous choque pas qu'il annonce quelques heures après l'avoir dit il y a un plan, il n'y en a plus, le lendemain, il n'y a pas quelque chose qui... Évidemment, il y a une question de cohérence, comme a dit ma chère collègue, mais la question ne se pose pas sur ce plan-là, parce que ce n'est pas l'essentiel de la question, mais la question justement qui est de l'ordre de l'accord lui-même, de la cohérence de l'accord lui-même. Ça, on va en parler, parce que c'est vrai que c'est la question, finalement. D'abord, ce plan, est-ce qu'il vous convenait, vous, Sarah Blum, est-ce que vous trouvez que la solution qui était annoncée hier, donc cet accord avec l'ONU, était finalement mieux que le plan qu'avait préparé le gouvernement Netanyahou auparavant, qui prévoyait d'envoyer ces migrants vers l'Afrique ou de les envoyer en prison s'ils choisissaient de rester? Alors, il était probablement mieux que d'un point de vue moral, en tout cas, et sûrement aussi d'un point de vue juridique, que le plan précédent. L'ONU, d'ailleurs, le présentait comme ça, dans ses réactions, a dit que c'était quand même un plan qui permettait à la fois, qui était relativement équilibré, qui permettait à la fois de satisfaire les problématiques liées à ces demandeurs d'asile, mais aussi de satisfaire les exigences et les griefs aussi des Israéliens qui seraient mécontents. Bon, moi, d'un point de vue purement juridique, je trouve pas ça particulièrement satisfaisant pour plusieurs raisons, mais il se trouve que c'était probablement le meilleur deal atteint ces derniers temps, et à défaut d'une politique qui aurait pu être mise en place depuis 10 ans, il n'était pas nécessaire de le dénoncer. Donc vous êtes contre finalement le principe d'expulser ces migrants? Vous trouvez qu'Israël doit pouvoir intégrer 30 000, 35 000 migrants africains aujourd'hui? Je pense qu'on a, oui, à peu près entre 30 et 40 000 demandeurs d'asile ici. Est-ce qu'il faudrait tous les intégrer ou pas? Ça, c'est une bonne question, mais il faudrait déjà mettre en place une politique. On a dans les pays développés, en général, une politique d'immigration. Il y a des organismes qui dépendent des ministères de l'Intérieur qui sont suffisamment développés pour pouvoir assurer cette politique qui est précise, qui applique les conventions de Genève en matière de réfugiés, qui détermine différents critères, qui elle-même se complète ces conventions de Genève avec des réglementations en droit interne. Israël n'a pas ça. Israël a été surpris par cette vague d'immigration fin des années 2000 et a mené une politique un peu incohérente avec certaines protections subsidiaires et certaines autres populations qui ne bénéficiaient pas de ces protections subsidiaires. Et puis ensuite, il y a eu un abandon total de toute protection pour tous ces immigrants. Et aujourd'hui,
on se retrouve dans une situation, si vous voulez, on paye cette situation-là où on n'a pas de politique claire, nette et précise. Netanyahou aurait eu le temps, et ces différents gouvernements auraient eu le temps de mettre en place des politiques claires. Il ne s'agit pas d'accepter tout le monde, toute la misère du monde, comme on aime bien dire en français, mais il s'agit de savoir qui on accepte et qui on doit accepter en vertu du droit d'asile et qui on ne peut pas accepter parce qu'il ne s'agit pas forcément de demandeurs d'asile et donc il faut faire du cas par cas. Mais pour pouvoir faire du cas par cas, il faut des experts, il faut des interprètes, il faut une structure et cette structure, elle est réduite à minima ici en Israël. Alors là-dessus, Yonah Cherki, vous êtes d'accord ou pas sur cette vision de la politique inexistante? Alors d'abord, il faut être tout à fait conscient que les pays européens qui ne sont pas des pays susceptibles d'être des pays de tiers-monde sont confrontés aux mêmes questions et leurs politiques sont tout aussi instables à ce sujet-là, justement parce que on va dire que le monde occidental est surpris autant que le pays d'Israël par ces vagues d'immigration massive, tantôt prétextées par des problèmes économiques que par des problèmes plus d'ordre humanitaire. Maintenant, Israël, justement, dans le cadre d'une responsabilité vis-à-vis de ces personnes, ne s'empresse pas d'établir une politique de rejet. Et donc, jusqu'en 2013, la politique israélienne a été justement de maintenir sur place ces personnes jusqu'à qu'on puisse reconsidérer leur statut, etc. Et comme donc l'a dit ma collègue, la question juridique a été très ambiguë à cette époque, justement, et se clarifie par le temps. En décembre 2017, la Cour suprême a donc établi justement un arrêt selon lequel ces personnes ne bénéficient en aucun cas en tout cas en grande majorité ne bénéficient en aucun cas du statut de réfugié et donc il n'était plus une question d'ordre juridique du maintien de ces populations sur le territoire israélien, mais plus une question d'ordre politique ou moral. Donc il faut effectivement séparer ces deux champs. Nous ne sommes plus dans le champ, juridique, mais dans le champ de la politique et de la morale. Donc ils ne doivent pas bénéficier du statut de réfugié politique. Là, il s'agit d'une question qui est plus d'ordre politique. Est-ce que l'approche de l'État et donc les questions d'ordre, on va dire d'ordre moral sont plus émanent plus du corps représentatif de l'État, de la nation, c'est-à-dire les représentants dans le corps constitutionnel et juridictionnel, mais dans ce sens-là, il est bien évident que les déclarations concernant les aspects moraux, etc., ne peuvent être que subjectifs, personnels et absolument pas générales. Ces questions-là sont plus de l'ordre du législateur et plus dans son champ à lui et moins dans le champ de la déclaration personnelle. Il y a eu une hypocrisie également, comme toujours dans ces dossiers d'immigration, sur le rôle économique finalement de ces migrants. Parce qu'aujourd'hui on dit, bon, ils ne sont pas réfugiés donc il faut qu'ils partent, mais ils ont aujourd'hui pour la plupart un rôle économique aussi, puisqu'ils sont employés, on l'a dit, souvent à des salaires inférieurs à ceux pratiqués habituellement. Tout à fait. Juste si vous me permettez, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire concernant l'arrêt de décembre 2017. La motivation de la Cour était laquelle? Parce que vous dites que ça ne relève pas du juridique, mais en l'occurrence, il y a quand même une bonne partie de ces personnes-là qui viennent du Darfour, et ces gens-là ont été victimes de génocide. Donc ils sont clairement des demandeurs d'asile. Et quand on connaît des situations particulières, on peut très facilement, quand on s'y connaît un petit peu en droit international, savoir que ces personnes-là relèvent du droit d'asile. Donc je ne sais pas si c'était sur une question de forme ou sur une question de fond que ça a été décidé comme ça, mais ça serait intéressant de revenir là-dessus. Pour répondre à votre question concernant l'impact économique, il est clair que si on devait expulser ces 40 000 personnes, ce qui ne sera pas souhaitable et ce qui ne se fera probablement pas, il va falloir remplacer ces travailleurs illégaux dans tous les restaurants, cafés et autres hôtels dans lesquels ils sont tout à fait visibles. Et dans ce cas-là, qui le fera ? Est-ce que ce sera d'autres immigrants qu'on appellera, ou est-ce qu'on fera appel à des travailleurs palestiniens, auquel cas on sera confronté à d'autres problèmes et qui seront probablement des problèmes relevant plus de la sécurité de l'État, davantage que de simples problèmes
excusez-moi de le dire comme ça, mais de racisme en l'occurrence. Ouais. Vous avez l'impression qu'il faut aujourd'hui trouver un autre plan complètement différent de ceux qui ont été imaginés? Alors je dirais la chose suivante. D'abord, sur l'article 31 de la Convention de Genève, une personne ne peut être considérée comme réfugiée que si elle vient directement d'un pays dans lequel s'effectue une crise humanitaire vers un autre pays de refuge. Israël et les pays du Darfour, Soudan, etc. n'ont pas de frontières communes et donc cette situation ne peut absolument pas être. Donc d'un point de vue juridique, il est bien évident. Puisqu'ils le Darfour et Israël ont une frontière commune? Bien sûr que non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils passent par l'Égypte et on sait très bien de quelle façon ils sont traités en Égypte. C'est une façon qui est purement inhumaine. Ce n'est pas la question, d'un point de vue juridique. C'est une question morale. Pas de refuge. Question morale. Non, c'est pas uniquement une question morale, c'est aussi une question juridique. Ils sont menacés de mort dans les pays qui traversent. Il se trouve logique qu'ils arrivent en Israël et qu'ils soient récupérés par un État comme le nôtre, avec les valeurs comme les nôtres. À ce que je sais, moi, l'Égypte est un pays démocratique, est un pays qui respecte les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Si la question se pose, sérieusement, à ce moment-là, on se pose la question. Il faudrait se poser la question de pourquoi est-ce que ces personnes traversent vers l'Égypte si c'est un pays qui porte tellement atteinte à leurs droits, c'est-à-dire qu'une personne ne fuit pas un calvaire pour rentrer dans un autre, et je dirais que... Mais ils n'ont pas de frontière commune avec Israël, vous le dites vous-même. Évidemment. Bon, mais donc il y a d'autres pays qui ont des frontières communes avec ces pays et qui ne sont pas Israël. Et qui respecteraient leurs droits. Et dans lesquels leurs droits seraient respectés, indépendamment de cette question. Leurs droits humains. Non, mais lesquels? Quel pays pourrait respecter leurs droits humains? Vous le savez aussi bien que nous que le seul pays dans la région qui respecte leurs droits, relativement je me réfère au compte rendu humains. des Nations Unies. C'est absolument faux. Ce que vous dites, je suis désolé. Maintenant, indépendamment de cette question-là, maintenant sur la question de l'ordre économique, de l'impact économique, on va dire de la présence de ces personnes sur le territoire israélien. En Israël, il y a énormément de populations qui sont défavorisées et qui cherchent justement du travail, comme par exemple... Il y a un taux de chômage très bas aujourd'hui. Il y a un taux de chômage très bas, mais dans le cadre, justement, il y a un taux de pauvreté très élevé, il y a un taux de chômage très bas, mais il y a des populations qui ne figurent pas dans ces statistiques, comme par exemple les populations musulmanes de Jérusalem, de Jaffa, etc. Des populations qui, justement, se voient refuser du travail parce que les places sont prises par des immigrés illégaux qui se trouvent sur place. Donc, comme l'a dit très justement le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, si la question se pose d'un point de vue de morale et de bonne volonté d'aider les personnes, eh ben, il faut d'abord aider ceux qui sont sur place plutôt que de faire venir la pauvreté et la misère du monde ici pour essayer de la traiter. Voilà, c'est une farce de la part de ce gouvernement de dire ça quand le nombre d'enfants qui ne mangent pas à leur faim dans ce pays augmente d'année en année. Mais je voudrais juste dire une dernière chose. On a dans notre corpus biblique, n'est-ce pas, dans le Tanakh, plusieurs occurrences d'une phrase qui est importante et on est en pleine fête de Pessah, donc j'aimerais quand même la rappeler, c'est car tu as été étranger en pays d'Égypte. Et cette phrase est toujours accompagnée d'une manière de traiter l'étranger dans ton propre pays. Et je crois qu'il faut absolument, et on en parle en ce moment, de revenir aux valeurs juives. Si on doit revenir à des valeurs juives, il faudrait qu'on revienne à celle-là en particulier. Merci Sarah Bloom, merci Yona Cherki. C'est un débat qui est loin d'être clos, évidemment.